suite de ce journal, on parle santé. Le ministre Adrien Mougougou a tenu ce matin une réunion avec les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les membres de son cabinet. La rencontre a porté sur le bilan de l'exercice de la première année depuis l'arrivée du CTRI, des institutions du CTRI, et sur les projections de la deuxième année dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins à la population gabonaise. Le compte-rendu de Cabrel, Guilain Lemami et Justin Diana. La santé est la première richesse de l'homme et cela passe par la construction des hôpitaux modernes et par l'amélioration de l'offre de soins. C'est dans cette optique que le ministre de la Santé a convoqué cette réunion, laquelle a permis aux différentes parties prenantes d'évoquer plusieurs points qui minent le bon fonctionnement du secteur santé, à l'exemple de l'accueil dans les hôpitaux, l'urgence médicale, le renforcement de l'environnement médical, la valorisation des plateaux techniques, la résolution de la dette des hôpitaux et la valorisation de leur budget. Si on veut soigner une grande majorité des populations correctement, il faut que les grandes structures de soins, que sont les CHU, soient aux normes souhaitées par les Gabonais. L'urgence consiste d'abord à relever rapidement le plateau technique des structures de soins des CHU. Je voudrais vraiment insister sur les problèmes relationnels, l'accueil qui est souvent décrié au niveau des hôpitaux. Souvent, ce qui se passe, c'est que le public ne voit pas la charge de travail qui est souvent en mode débordement. L'objectif de cette réunion est, dans un premier temps, de faire le bilan des activités du ministère de la Santé un an après l'arrivée du comité de transition pour la restauration des institutions CTRI au pouvoir. D'autre part, il est question d'une projection vers l'avenir en proposant des solutions devant permettre de répondre favorablement aux attentes de la population. Il était question pour moi de faire le point, mais aussi, surtout, de nous projeter sur comment est-ce qu'on rentre dans les objectifs que nous ont assignés les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État. Et nous avons donc fait un tour d'horizon, que ce soit concernant les moyens minimums nécessaires pour le fonctionnement de ces hôpitaux, que ce soit les problèmes de gouvernance. C'est dans cette gouvernance qu'on parlerait éventuellement de l'accueil des populations, qu'on parlerait un peu de la gestion des ressources qui doivent être mises à nos dispositions. Les structures de santé sont jugées à partir de leur capacité de prendre en charge les patients. Cette réunion qui précède d'autres est pour le membre du gouvernement de la transition un engagement ferme devant permettre de régler certains dysfonctionnements relevés au sein des hôpitaux publics. La communauté internationale célèbre ce 4 septembre la journée mondiale de la santé sexuelle, une question sensible traitée au Gabon par un thème. Pas de santé sexuelle dans un organisme malade, une thématique qui soulève le problème de l'éducation sexuelle chez les adultes et même chez les jeunes. Nous avons recueilli vos avis et celui de l'unique sexologue gabonais. On fait le point avec Fernande Zambé et Francis Ngomo. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Pourtant, dans nos sociétés, on en parle peu. Or, lorsque pour des raisons diverses, par pudeur par exemple, l'organe sexuel peut connaître des dysfonctionnements, on peut faire recours à un sexologue. Les chiffres font peur. On a plus de la moitié des couples dans nos statistiques. On se rend compte qu'il y a plus de la moitié des couples qui en souffrent. Les problèmes d'érection sont graves dans un couple. Les femmes, le plus souvent, elles ont ce qu'on appelle chez nous la frigorée. La frigorée, c'est une frigidité. Mais sur la vie sexuelle, la ménopause, elle ne dérange pas l'activité sexuelle. Souvent sujet tabou, sa complexité emmène certains parents à garder le silence. D'autres préfèrent briser le mythe. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une de 9 ans et un qui a 18 ans déjà. Il a atteint la majorité. Donc je lui parle de sexe de temps en temps parce que j'estime qu'il est déjà grand. Si on se permet de cacher ça aux enfants, ils iront le découvrir d'eux-mêmes de mauvaise façon. Parce qu'à l'époque, nos grands-parents faisaient sur les enfants et puis discutaient avec un certain point pour édifier les enfants et donner des conseils. Aujourd'hui, vu les chiffres alarmants consécutifs à l'absence d'éducation sexuelle, le spécialiste martèle. Qu'on fasse une éducation sexuelle, un modèle gabonais, pas de copier-coller, parce que c'est un problème de société. On devait déjà initier cette éducation sexuelle dans nos établissements.
Ça va quoi dire aux enfants? La santé sexuelle, si elle est mal enseignée, entraîne des conséquences telles que les maladies sexuelles, les grossesses précoces. Aujourd'hui, insérer un programme sur l'éducation sexuelle encadré par des sexologues, sociologues, anthropologues, en tenant compte de nos us et coutumes, est impérieux. Dans le reste de l'actualité, le pôle national de promotion de l'emploi présentait hier au ministre du Travail et de la lutte contre le chômage le plan d'action stratégique triennal 2024-2026. Structuré en 3 axes, il va permettre d'offrir une nouvelle gamme de formations destinées aux jeunes pour coller à la politique de lutte contre le chômage définie par le CTRI. Le point avec Arnaud Mbabekung et Thierry Aldomondaka. Orienter les jeunes dans les formations en adéquation avec les offres de métiers disponibles dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Initier et renforcer les programmes de formation de reconversion professionnelle en harmonie avec les exigences du marché. Contraindre les entreprises détentrices des marchés publics de recruter la main-d'œuvre à travers le pôle national de promotion de l'emploi sont là autant d'éléments pour favoriser l'éclosion d'une politique de plein emploi au profit des Gabonais, élaboré par le PNPE et son partenaire, le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, CERGEP, de l'Université Omar Bongo. Ce vaste programme qui a impliqué les universitaires a été présenté au ministre du Travail, de la lutte contre le chômage, Adrien Guemamba. Le PNPE veut prendre une nouvelle dynamique et en matière d'emploi, parce que on se rend compte que le nombre de chômage, notamment chez les jeunes, est en forte augmentation et c'est une excellente chose que le PNPE, notamment à travers son directeur général, dans l'équipe dirigeante, prenne ce sujet à cœur et veut mettre un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Les éléments soumis à l'appréciation de la tutelle sont organisés dans un plan dénommé Plan d'action stratégique triennal 2024-2026 qui comporte 3 axes. Aujourd'hui, il était question de présenter au ministre du Travail le plan d'action stratégique Réinventer l'emploi. Ce plan d'action stratégique qui a été conçu en interne a été élaboré par l'ensemble des équipes, l'appropriation des équipes, et il est question maintenant de remonter ce plan d'action stratégique à la tutelle qui est le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Adrien Guemamba, a loué l'initiative du PNPE, laquelle apporte des solutions qui cadrent avec l'objectif du plein emploi cher au président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire, Oligui Nguema. On parle aussi de cette activité du secteur forestier qui revêt une importance stratégique pour le développement du pays. De ce fait, la valorisation du travail des agents du ministère des Eaux et Forêts est nécessaire en vue de créer un environnement propice à la motivation et à la performance, ainsi qu'à l'intégrité pour renforcer la lutte contre la corruption. Le compte rendu de cette activité avec Eric Nzengi, Mbadinga Mwanjok et Richard Mbiwa. Le secteur forestier génère des grosses entrées financières. Il faut de ce faire réduire les tentations de corruption et éviter le comportement frauduleux en améliorant les conditions de travail et de vie des agents. D'où la nécessité de leur faciliter l'exercice de leur mission pour renforcer l'efficacité sur le terrain. Nous faisons un travail assez énorme, nous travaillons dans 80% du territoire du pays et la manière dont nous sommes traités n'est vraiment pas celle-là. Nous sommes traités comme des parents pauvres, on va dire ça. Nous sommes un service assez productif et on ne comprend pas pourquoi les agents continuent de vivre ce genre de misère. Je vous prends pour exemple, nous avons des primes qui doivent être payées chaque trimestre, ça c'est pas le cas. Il est crucial que les primes soient payées de manière régulière et transparente pour le bien-être des agents qui veulent obtenir des améliorations significatives de leurs conditions de travail. Comment concevoir que ce qu'on appelle les droits et taxes de sortie, qui sont censés rapporter pratiquement 30 milliards dans les caisses de l'État, on ne reverse que 5% en termes de primes, par exemple. Comment concevoir qu'un chef de cantonnement puisse mener ses missions en clando, c'est-à-dire qu'il quitte Medoune pour aller régler un problème qui se passe en forêt? Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'essentiel, un véhicule pour pouvoir mener ses missions. Un équipement adéquat permettra aux agents d'accomplir correctement leur mission de surveillance des forêts, la lutte contre la déforestation et contre le braconnage. Le parc automobile ayant été renforcé par le CTRI, il n'y a aucune raison que le problème de moyens roulants se pose encore.